Alors bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Merci d'être présent donc, à notre présentation. Alors, nous sommes Manuel Zener et Muriel Issard, regroupés sous le nom collectif Zener-Issard, tout simplement. Voilà, donc ça fait une dizaine d'années maintenant que nous travaillons ensemble, principalement sur des projets éditoriaux, avec donc surtout des artistes, des structures culturelles comme des musées, associations, universités. Et donc c'est avec ces deux types de structures qu'on vient de citer qu'est né le projet d'édition dont on va vous parler ce soir. Donc Regio Mineralia, les mines au Moyen-Âge en Forêt-Noire et dans les Vosges. Donc il s'agit d'un ouvrage bilingue français-allemand. Et donc dans les grandes lignes, on peut parler là d'un ouvrage hybride qui combine publications scientifiques, compte-rendu de recherche archéologique et catalogue d'exposition. Voilà, donc rapidement, en amont de ce projet, ça fait déjà plusieurs années que nous avions entamé des collaborations de cet ordre. Et donc parmi ces projets antérieurs... Voilà. Ça, c'est un projet qui va pouvoir aussi introduire celui qu'on vous présente ce soir. C'est Héritage inespéré, objet caché au cœur des synagogues, qui est édité par les éditions des musées de Strasbourg, donc en collaboration avec Claire Descomps, qui est conservatrice à l'époque, en chef au service de l'inventaire de la région Grand Est, et Lise Bratt et Georgia Passaro, qui est coordinatrice et directrice de publication des éditions de musées de Strasbourg. Donc c'est un ouvrage historique, archéologique, aussi scientifique, qui retrace l'histoire de la découverte exceptionnelle d'une Guéniza, qui est un dépôt rituel d'objets, notamment imprimés dans la religion juive, sous le plancher des combles de la synagogue d'Ambach-la-Ville. Donc ça, c'est le premier projet qui nous a déjà un peu mené au travail avec des archéologues. Et du coup, le deuxième, c'est Trésors d'usine en Alsace, qui est une publication éditée aux éditions du patrimoine minier, en collaboration avec Pierre Fluck. Pierre Fluck, qui est également chercheur, universitaire, spécialiste de l'archéologie industrielle. C'est un ouvrage qui, en gros, retrace un peu l'histoire des friches industrielles en Alsace, leur histoire, leur impact sur l'environnement et les manières de les valoriser. Donc voilà, c'est deux projets qui nous ont menés au projet qu'on va vous présenter. C'était du coup avant tout des rencontres humaines, parce qu'au final, nous, notre pratique, elle est pas mal connectée, on va dire, au catalogue d'exposition, aux livres d'artistes. Et par les rencontres humaines, voilà, ça nous a forgé un intérêt et une pratique, une envie au niveau de la création éditoriale de travailler avec des archéologues et des scientifiques. Donc il y a aussi un lien personnel sur l'édition qu'on va vous présenter, qui donc du coup parle d'archéologie et d'histoire, parce que moi personnellement, une vallée qui s'appelle Sainte-Marie-aux-Mines, enfin c'est le Val d'Argent, la ville s'appelle Sainte-Marie-aux-Mines. Comme son nom l'indique, il y a beaucoup de mines d'argent, et depuis enfant j'ai un peu baigné dans une association qui s'appelle la ZEPAM, l'Association spéléologique pour l'étude et la protection des anciennes mines, qui du coup œuvre au travers de fouilles archéologiques et de visites de mines à faire découvrir ce patrimoine du coup lié aux mines. Voilà, donc revenons à Regio Mineralia, donc pour parler rapidement du contexte de recherche. Donc le projet franco-allemand Regio Mineralia s'inscrivait dans la programmation Interreg 5 Rhin supérieur, qui était soutenue notamment par le Fonds européen de développement régional. Et donc quand on parle Rhin supérieur, pour situer, on parle vraiment du sud de l'Alsace et du Pays de Bade, région frontalière allemande. Et donc pour parler montagne, des Vosges et de la Forêt-Noire. Voilà, donc le projet Regio Mineralia a débuté en septembre 2016 pour une durée de 3 ans. C'était un programme notamment de recherche, mais de valorisation du patrimoine, qui avait comme but de faire la promotion du patrimoine culturel aux régions de part et d'autre du Rhin supérieur. Et du coup, qui se concentrait principalement sur les secteurs miniers au Moyen-Âge.
parce qu'on observe des similitudes entre les deux massifs montagneux. Et du coup, toute l'exploitation minière à ces endroits ont joué un rôle très important. Il y a eu très tôt des témoignages historiques d'associations, d'initiatives de conservation du patrimoine, qu'on voit un peu là, notamment la mine Saint-Louis-Eisenthur qu'on peut visiter à Sainte-Marie-aux-Mines. Mais il y avait peu de fédérations au niveau de la recherche entre ces projets-là. Du coup, le projet Regio Mineralia, qui est aussi un projet de subvention, a pu venir amener cette fédération pour fédérer ces chercheurs bénévoles en patrimoine local. Donc, ça a donné lieu principalement à une exposition itinérante qui a été montrée simultanément en Alsace et dans le Bade-Württemberg, une exposition permanente et surtout, ce qui est l'objet de notre exposé ce soir, une édition qui restitue ces 3 années de recherche dont on a eu la responsabilité du coup pour la conception. Voilà, donc oui, on s'est vu proposer la mise en livre de cet ouvrage de 136 pages par Joseph Gauthier, qui est docteur en histoire, chargé de recherche CNRS et qui était à ce moment-là coordinateur du projet Regio Mineralia. Donc oui, comme disait Manuel, donc il s'agit vraiment là de l'objet final pérenne du programme Interreg 5. Donc il y a vraiment une valeur d'archive. Donc il y avait une publication avec des attentes d'un point de vue scientifique et également, on pourrait dire, artistique, de faire vraiment cette volonté de faire un beau livre et qui soit diffusable. Et donc le projet éditorial s'est monté autour de 2 grandes missions de travail. Donc évidemment, pour notre part, disons, évidemment la première qui était la création graphique de l'ouvrage. Et la deuxième qui fait la spécificité de ce projet, c'était la réalisation de la documentation photographique des objets inventoriés lors de ces 3 années de recherche, donc sur tous les sites dont je vous parlais précédemment. Donc ce qui nous amène à vous parler des choix graphiques pour l'ouvrage. Donc un des premiers choix qui des fois arrive plus tard au final dans nos projets et dans notre conception, ça a été celui du format. Là, on se l'est posé très très rapidement parce qu'on savait qu'il allait y avoir de belles images en fait, d'objets archéologiques mais aussi de minéraux, donc de la minéralogie. Et on s'est posé la question d'utiliser un format grand qui mette à l'honneur un peu le contenu iconographique. Mais on a préféré faire le choix d'un format 4 par 17 cm qui est un format qu'on nommait, pour la petite histoire, dans mon école aux Pays-Bas, le format OASE, qui est le nom d'une publication d'architecture dessinée par Karel Martens, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est un graphiste hollandais, et qui est en fait un format très intéressant, pas trop grand, pas trop petit, mais surtout, il a l'intérêt d'optimiser l'imposition sur la feuille d'impression offset, et ça évite du coup la gâche de papier. Donc il y a une donnée économique qui est assez importante, qui était aussi importante pour ce projet-là. Donc c'est un des premiers choix qu'on a opéré, et voilà, ça fait aussi une édition qui est relativement bien transportable. Voilà, donc pour revenir donc oui, à la mise en page, donc on avait donc 2 traitements graphiques à opérer, on peut dire. Une de l'ordre du contenu textuel de la recherche, et donc voilà, qu'on considère comme la partie théorique de l'ouvrage, et l'autre qui met à l'honneur la capacité vraiment du livre à diffuser par le médium papier, ce qu'on peut dire le contenu d'une exposition, puisque les objets qu'on présente dans la seconde partie étaient présentés lors de l'exposition itinérante et également de l'exposition permanente. Voilà, c'est quelque chose qui nous intéresse depuis longtemps. Muriel a notamment fait toute une recherche autour des liens entre mise en scène et mise en page. Et donc c'est quelque chose qu'on a plaisir à faire lorsqu'on doit travailler sur un livre et particulièrement un catalogue d'exposition. Donc c'était l'occasion. Du coup, voilà, donc pour aller dans le dur, dans le traitement typographique, chez nous, directement, ça nous a aussi paru évident qu'on avait envie d'employer une typographie qu'on a déjà employée donc pour le corps, pour le labeur, qui est une typographie qui s'appelle le Bartok, qui est dessinée par Sarah Kremer, qui a fait un passage par la NRT, et qui est une typographie qu'elle a commencé à dessiner à Amiens. Et du coup, à l'époque, cette typographie, elle n'était pas encore éditée. Donc, on a pu la contacter, elle a pu nous la donner. Elle était encore en work in progress, comme on dit. Mais elle nous a beaucoup séduit. C'est une typographie qui a été dessinée notamment pour les textes longs et pour la littérature. On trouvait ça intéressant de l'utiliser justement pour des textes qui sont scientifiques,
parce que c'est quand même un effort qu'ont fait aussi les scientifiques d'écrire de manière un peu plus littéraire, plus ou moins de vulgariser, si on peut dire. Et du coup, elle se réfère à la typographie humaniste, qui correspond grosso modo bien à la période assez charnière entre le 15e et le 16e siècle dont parle cet ouvrage. Et l'italique était assez élégant aussi, on trouvait, qui s'inspire de la calligraphie chancelière. Donc aujourd'hui, c'est édité par la fonderie 205 TF. Donc voilà, c'était assez évident qu'on voulait l'utiliser. On a... Ouais. Pardon. Oui. Oui, donc du coup, en complément, donc pour parler de la seconde partie, donc on avait, oui, je crois qu'on s'est loupé dans le dans le truc. Oui, donc on avait, comme je disais avant, le catalogue. Oui, donc de faire le choix d'utiliser 2 colonnes. Pour la simplicité de lecture, parce que ça permettait de faire des lignes composées de 7 à 10 mots max, et donc aussi permettre une lecture équilibrée et parallèle entre les 2 langues, ce qui n'est pas forcément évident, puisque la langue allemande et la langue française n'ont pas le même nombre de signes. Mais ce qui était assez étonnant et inattendu pour nous, c'est qu'en fait la langue allemande était plus courte, enfin les textes en allemand étaient plus courts et synthétiques que les textes en français, en fait, malgré la longueur des mots. Ça, voilà, c'était un petit détail. Et donc voilà, on peut passer à la deuxième partie. Deuxième partie de l'ouvrage qui nous amène au catalogue des objets archéologiques exposés, qui sont inventoriés sur 3 sites de fouilles et 3 sites de stockage, du coup, des objets archéologiques, avec la fiche technique dans les 2 langues. Donc on a mis en place un système typo de numérotation. Pour celui-là, on a utilisé le minuscule 5 de Thomas Huot-Marchand, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui, et qui, du coup, est finalement dessiné pour être lu à une taille de 5 points. Nous, ce n'est pas notre cas. On trouvait qu'en plus grand, il y avait quelque chose d'assez ciselé dans les dessins et que ça se prêtait bien à une espèce de signalétique et une espèce de mise en espace qui était assez intéressante. Donc, cette partie photo était complémentée de parties cartels, qu'on a appelé comme ça, en lien justement avec la mise en espace, les cartels qu'on retrouve dans les expositions, où on a là un peu toutes les données techniques, scientifiques, et des petits textes qui décrivent tous ces objets. Donc il fallait bien pouvoir circuler entre les deux, que ce soit assez simple et qu'il y ait une lecture rapide. Voilà, donc pour parler de la partie un peu documentation photographique qu'on a dû réaliser, donc évidemment le transport d'objets archéologiques étant très délicat, il a fallu qu'on se déplace à différents endroits afin de documenter ces derniers, sachant que la partie allemande était très réticente. En fait, on n'a pas pu accéder aux objets. C'était pas très très clair, mais on a fini par comprendre que voilà, il y avait un petit souci de leur côté, je sais pas. Voilà, donc on a dû composer avec leurs photos, mais disons pour la partie alsacienne, on a pu réaliser les photos nous-mêmes. Et donc voilà, donc faut savoir que l'inventaire il se composait de minéraux remarquables, mais aussi des trouvailles archéologiques telles que des objets du quotidien, des outils de mineurs, voilà, des boisages. Et donc, l'objectif de cette prise de vue était de réussir à obtenir des images à la fois documentaires et assez esthétiques. Et donc, on a fait le choix d'une mise en scène sobre sur fond blanc avec un éclairage studio classique. Et c'est déjà en fait à ce stade qu'on a réfléchi et on a décidé d'utiliser les spécificités de l'impression offset pour arriver à une restitution matérielle qui va osciller entre photographie documentaire et mise en scène qu'on peut qualifier d'esthétique. Voilà, il faut savoir que c'était assez nouveau pour nous de s'occuper également de la photographie, mais c'était assez intéressant parce qu'on pouvait contrôler dès le début un peu quel type de mise en scène on voulait. On pouvait déjà penser la mise en page dans la mise en espace au niveau des objets. Donc c'était quelque chose d'assez intéressant pour nous. Du coup, pour la suite, pour l'impression, on a eu l'opportunité de travailler avec l'imprimeur Simon, c'est son nom, qui est basé à Ornans, qui au final s'est avéré très très compétent et c'était assez primordial parce qu'on a fait le choix d'ajouter donc une 5e couleur qui est un Pantone argent
du coup à la quadrichromie classique. Et on a eu cette volonté assez littérale finalement d'utiliser cette encre pour rappeler du coup l'extraction du minerai d'argent, qui est la raison principale du coup d'exploitation des mines dont l'ouvrage parle. Donc on a utilisé le profil, un profil de Color Library, qui est une bibliothèque en ligne suisse, du coup, qui permet d'acheter des profils colorés qui vont venir faire une division colorée à partir d'une image de 4 couleurs ou RVB de 3 couleurs. On peut choisir, il y a aussi pour la RISO notamment, on peut choisir, il y a 2, 3, 4, 5, 6 couleurs. Donc nous, on est parti sur 5. Après, c'est vrai que ce profil-là, il est automatisé aussi, c'est des algorithmes. Et du coup, on se retrouvait avec des représentations qui étaient intéressantes, mais qui soit des fois étaient un peu en retrait. Par exemple, tous les gris dans les photos étaient argent. Bon, c'est pas particulièrement intéressant partout, ou alors qui était un peu too much. Donc on a dû un peu les modifier, mais c'était une donnée très très importante. Et c'est là où on a vraiment l'imprévu, parce que comme on n'est pas équipé chez nous de presse offset pour tester exactement ce que ça va donner, le travail à l'écran d'une encre argent, on peut s'imaginer que c'est un peu complexe. Donc c'est là qu'on croise les doigts, on essaye de bien faire, on essaye de s'imaginer, on croise les doigts et on fait la séparation des plaques soi-même, du coup, en amont, pour être sûr sur chaque image qu'il y ait un traitement intéressant et que ça puisse bien coexister avec la quadrichromie classique. Voilà, donc l'intérêt du Pantone argent aussi, ça nous a permis de mettre en valeur certains éléments, comme par exemple le bilinguisme de l'ouvrage. Et donc, pour cela, on a décidé d'établir une règle, en fait, où on s'est dit que le texte, dans sa langue d'origine, était en noir et le texte traduit était en argent. Donc, on a un exemple ici, on aperçoit sur la gauche donc un texte originalement en français traduit en allemand et sur la droite, inversement, un texte allemand traduit en français. Donc il y avait quand même une difficulté, où on doutait un peu, c'était parce qu'en fait, pour rendre quand même la partie traduite lisible, il a fallu qu'on rajoute un peu de noir dans l'argent parce qu'on avait vraiment la crainte que ça soit illisible. Ouais, pour du texte, c'est quand même un peu ambitieux, quoi. Voilà. Et donc, il fallait vraiment que ça soit parfaitement calé. Et l'imprimeur, là-dessus, a vraiment été super. On a eu un super conducteur de machine, en plus, qui était très investi. Donc, ça nous a permis vraiment d'avoir un calage tip-top, comme on dit. Ce qui est pas facile sur des toutes petites tailles, en fait. Hein. Très souvent, on a des très légers décalages, ça crée des flous, c'est pas du tout agréable pour la lecture. Mais là, c'était encore une fois l'ambition et la peur du projet, mais qui s'est très très bien déroulé. Au final, sur presse, on était très surpris. Là, on le voit que c'est bien calé sur cette photo au compte-fil. Voilà, on a aussi utilisé l'encre argent sur le fond topographique des images. En fait, ça permettait de les rendre plus lisibles et tout en les esthétisant. Là, on le voit, du coup, la topographie des Vosges sont en argent. Donc, à certains endroits, selon les réflexions, on ne les voit pas parce que ce n'est pas une donnée qui est si importante que ça. À d'autres, on peut le faire apparaître à la lumière. Donc là, c'est un peu plus qu'une coquetterie parce que ça aide vraiment à la lisibilité tout en esthétisant aussi, évidemment, l'image. Voilà. Et également, ça nous a permis de jouer sur la lumière, parce que là, comme on le voit sur la stibine, qui est un minerai d'antimoine, c'est un minerai qui, dans tous les cas, est très très argenté, qui réagit énormément à la lumière. On l'a vu quand on a pris les photos. Et là, à l'écran, on le voit pas énormément. On fera circuler, on l'a un peu après. On fera circuler l'original, mais selon la lumière, du coup, là, on a pu avoir une vraie restitution de l'argent, en fait, présent, la couleur argent présente sur cet objet. C'était tout l'enjeu, c'est d'utiliser l'argent à la fois d'un point de vue esthétique et artistique, mais aussi pour nous aider à avoir une reproduction plus ou moins scientifique. Ça reste quand même une interprétation, une reproduction, mais voilà, c'était quelque chose qu'on voulait exploiter. Voilà, donc oui, comme disait Manuel, donc travailler vraiment, opérer un travail plastique des images quand il avait lieu d'être, que l'enjeu était peut-être moins important parce qu'on est quand même face à un comité scientifique, on peut pas mettre de l'argent partout où nous on le décide, donc voilà, c'était vraiment trouver un équilibre tout au long du livre. Voilà, donc là, par exemple, pour ces pages d'intertitres, on s'est permis d'avoir vraiment des aplats d'argent très, très denses.
Voilà, qui sont des agrandissements en fait d'objets. Et donc là, on est un peu plus dans le monde de l'abstraction, moins dans le monde de la reproduction scientifique. Et là, ça nous a permis d'un peu plus jouer là-dessus en pleine page et d'avoir ces grandes pages qui séparaient notamment les chapitres, qui soient là vraiment plus un travail d'image, un travail Oui, iconographique. tout à fait. Et puis le profil Color Library là, se prêtait parfaitement à notre propos et c'était presque pour nous un jeu aussi de voir que si on laisse faire ce qui se passe en fait. Voilà. On finit avec la couverture parce que pour nous c'est toujours dans tous les projets la dernière chose qu'on fait parce que elle découle toujours de ce qui s'est passé à l'intérieur. Et du coup, voilà, on voulait créer une composition d'objets et d'images qui sont présents dans l'ouvrage, mais qui allaient raconter chacun un aspect différent sur l'aspect historique et la vie des mineurs. On a par exemple 3 tripodes vernissés qui étaient des ustensiles utilisés pour la cuisine, qui va donc raconter vraiment plus le quotidien des mineurs. À droite, à la verticale, une pointerole, outil de prédilection au XVIe siècle pour creuser les mines. Une espèce de petit marteau pointu qui là on a aussi imprimé en argent. Et en haut à gauche, un détail d'une peinture qui reproduit une scène de début du travail de 2 petits mineurs qui vont à la mine avec une vallée en fond. Voilà, et donc on souhaitait un peu vous parler de ce détail, donc un détail du tableau qui s'appelle « La remise du scapulaire à Saint-Simon-Stork ». Alors, faut savoir que en fait, ce tableau, il a pour nous, même je pense pour le public, une histoire assez intéressante. Donc, c'est un détail en fait qu'on avait repéré sur une publication précédente sur l'activité minière, je sais pas, des années 90, quelque chose comme ça. Et donc, on était très curieux de voir le tableau dans son intégralité. Et puis également, ça nous permettait d'en faire une nouvelle prise de vue, voilà, plus nette peut-être. Oui, parce que la qualité de la reproduction n'était pas Oui, forcément, parfaite. voilà. Et donc, on a contacté David Bouvier, qui est l'archiviste de la communauté de communes du Val d'Argent, pour lui demander où se trouvait ce tableau. Et donc, il nous a indiqué la localisation. Donc, il est présent dans l'église Sainte-Madeleine de Sainte-Marie-aux-Mines. C'est le tableau qu'on voit là à gauche, en grand. Donc première surprise, ce qui nous intéressait, le détail en bas à droite. Bon, bah, c'est pas énorme. Le tableau, il est accroché vraiment en hauteur. Assez compliqué de le prendre en photo, comme on le voit, la magnifique qualité de ces photos. Mais surtout, stupéfaction, c'est pas du tout la même image. On le voit là, par exemple. Là, on a juste un mineur, la moitié d'un village, alors que à la base, on a 2 mineurs sur l'image d'après. La moitié du village a aussi disparu ici, donc on était un peu incrédules et du coup on a demandé ce qui s'était passé et c'est là qu'on a appris que quelques années auparavant, quelqu'un est entré dans l'église, avait sans doute pris un cutter et était tellement au moins aussi intéressé que nous par ce détail, et c'était pas nous, est venu l'a complètement arraché et est reparti en laissant du coup l'œuvre originale béante. Voilà, oui. Donc on était bien embêtés sur le moment. Parce que c'est quand même, l'image est quand même bien moins intéressante comme ça. On s'est aussi posé la question pourquoi l'auteur de la restauration voilà, n'a pas fait un meilleur boulot, parce que du coup voilà, on était face à cette partie restaurée. Ouais. Et l'auteur n'a pas redessiné la moitié du village, ni les 2 petits mineurs qui s'en allaient. Mais bon, l'histoire se finit bien, hein. On a quand même réussi à avoir cette image-là, parce que un photographe du coup de la vallée avait documenté le tableau avant qu'il soit vandalisé. Mais aujourd'hui, du coup, si on veut le voir, il est seulement, voilà, il est un peu amputé de ces petits bonhommes. Voilà, donc on a juste un mineur solitaire tout seul dans sa mine. Donc il faut éviter d'en parler à l'archiviste de la ville, hein. Évidemment, c'est un sujet vraiment sensible. Voilà, donc bref. Du coup, voilà, donc en guise de conclusion, donc voilà, pour reparler un peu de notre proposition artistique, donc évidemment qui face au travail de scientifique, bien que le contenu scientifique on l'a pas précisé, mais il y avait vraiment une vocation des auteurs à être presque plus parfois dans la littérature et d'essayer vraiment d'être
je dirais pas grand public, mais avec une syntaxe, disons, compréhensible pour la plupart des gens qui souhaitent s'intéresser au sujet. Et donc, notre proposition artistique peut paraître relativement subtile, parce que bon, elle se situe davantage dans l'architecture de la forme, les choix iconographiques et le traitement colorimétrique. Mais parfois, on a quand même pu, et puis donc grâce aux rencontres qu'on a faites, vraiment travailler avec le Pantone argent et venir peut-être à contre-courant d'une reproduction 100% fidèle et scientifique. Et donc voilà, l'objectif était vraiment de trouver un équilibre entre une proposition d'image esthétique et une reproduction fidèle. Voilà, et pour terminer, voilà, tous les interlocuteurs scientifiques ne seraient pas forcément prêts à penser une publication sous cet angle, surtout au niveau du traitement de cette couleur qu'on a rajouté. Mais on a eu la chance de collaborer avec une équipe éditoriale qui est sensible à ces questionnements et qui a eu la volonté aussi de dépasser la simple reproduction pour aller vers un travail plus sensible et à la rencontre d'une proposition artistique, et qui était assez sensible au fait que cet ouvrage allait être l'archive de toutes leurs recherches, et que cet ouvrage pouvait du coup dépasser la simple reproduction et proposer quelque chose voilà, sur le plan artistique pour les années à venir. Voilà, c'est tout. Et du coup, voilà, sauf si vous avez des questions, ou même si vous avez des questions, on va ensuite faire comme ces deux petits bonheurs, on va retourner au travail sur le stand contient de la petite maison d'édition Tombolo Presse. Voilà, merci à vous. Bonjour. Je voulais savoir sur l'aspect publication scientifique, est-ce que vous avez eu beaucoup de soucis pour faire valoir vos choix de graphiste, ou est-ce que justement, parce que vous aviez parlé justement assez longuement de ce rapport un peu, on veut faire du scientifique, mais on veut quand même faire quelque chose d'assez esthétique aussi. Est-ce que vous avez été confronté à des refus catégoriques pour tel ou tel choix? Est-ce que vous avez dû remodeler le livre plusieurs fois, ou est-ce que finalement ça s'est fait par la discussion et je dirais que celle-là, ça a été assez limpide, mais également parce que, en fait, on n'a pas précisé, mais Joseph Gauthier, qui était à la coordination de ce projet, on le côtoie depuis plusieurs années, et puis fait partie aussi de ces nouvelles générations de scientifiques qui veulent vraiment, qui ont vraiment une sensibilité à l'image, parce qu'on nous a déjà dit qu'un fichier Word, ça allait très bien pour une publication scientifique. Enfin, il y a des gens qui voient vraiment zéro intérêt à travailler la présentation. Et là, ça s'est vraiment bien passé, parce qu'il y avait tout ce travail en amont qu'on a amorcé il y a quand même quelques années. Et vraiment, non. Après, peut-être que aussi le profil Color Library, ça paraît très flou pour des gens qui ne sont pas graphistes et qui n'avaient pas forcément d'idée avant l'impression de vraiment ce que ça allait donner. Ouais, voilà. Bon, ça c'était un peu l'inconnu, quoi. Après, si, il y a eu une fin de non-recevoir sur cette histoire des images qu'on n'a pas pu prendre sur les archives en Allemagne. Ouais. Et là, on avait l'impression dans les discussions que c'était un peu de l'incompréhension de leur côté. Les objets étaient sécurisés dans des lieux où il faut accéder par carte, par autorisation qu'on aurait probablement pu avoir. Et là, en l'occurrence, ils avaient pris eux-mêmes les photos et ils voyaient aucun intérêt à ce qu'on en reprenne. Elles étaient floues à la moitié, voilà. Mais c'est normal, parce que c'est aussi un autre métier, et je pense que la vision de l'image, elle est un peu différente aussi. Ce qui est un peu importé quand un archéologue ou un scientifique va prendre des photos, c'est ses dimensions, éventuellement sa couleur, et juste le fait qu'on l'archive, et un peu moins sa reproduction, le type de procédé d'impression qu'on va réutiliser après. Voilà. Donc là, ça n'a pas été vraiment négociable, mais on a dû s'y accommoder. Comme ça. Ouais. Bonjour, merci. Hello. Je me demandais du coup, puisque vous parlez du caractère de Sarah, et est-ce que vous avez eu des échanges avec elle? Est-ce qu'éventuellement, puisque c'était un caractère in progress, quoi, est-ce que vous avez repéré des erreurs dans son dessin? Est-ce que vous avez échangé là-dessus? Si vous avez repéré des erreurs, je veux bien les connaître. Il y en avait partout, hein, c'est Sarah. Non, mais pour le coup, absolument pas. C'était vraiment parfait, tel quel. Sur ce projet-là, il n'y a vraiment eu
Il était vraiment nickel. Elle nous avait envoyé plusieurs versions au fur et à mesure parce qu'elle le retravaillait, donc elle renvoyait des versions où on savait pas exactement ce qu'elle avait corrigé, mais c'est voilà. Mais par contre, pour l'ouvrage, le premier ouvrage qu'on vous a présenté très rapidement, Héritage inespéré, du coup aux éditions des musées de Strasbourg, là c'était la première fois qu'on utilisait ce caractère. Et en fait, on n'avait pas trop calculé au début, mais on avait beaucoup de mots en yiddish qui, du coup, ont des caractères spécifiques. Dans les documents qu'on nous a envoyés, par exemple, beaucoup de caractères étaient soulignés. Donc voilà, on ne se pose pas la question, on les souligne aussi, on règle le soulignement tout pile. Et c'est ensuite, plus tard, une fois que la publication était sortie, en discutant avec Sarah, qu'elle nous a dit « Ah, mais c'est des caractères spéciaux. J'aurais pu vous les dessiner. » Et c'est là qu'on a regretté. Moi, il me semble qu'elle nous avait envoyé, en fait, c'est des caractères tchèques. Oui, mais ces caractères spécifiques yiddish n'existaient pas. Donc ça, c'était un peu l'occasion manquée sur le moment. C'est quelque chose qu'on a appris, du coup... pour le coup, et ça aurait été intéressant de pouvoir développer aussi et développer ces caractères-là pour cette publication du coup avant. Oui, mais là, la typo était très aboutie. C'est quand même presque 3 ans après, donc c'était pas pareil. Mais voilà, enfin, on n'a pas précisé que c'était une très bonne amie à nous aussi, donc on avait vraiment un dialogue fluide et très chouette. Ça m'étonne pas qu'il soit parfait dès le départ. Tout à fait. Merci Monsieur Ramel pour cette question typo. Voilà, on voulait ramener le livre si certaines personnes veulent le feuilleter. On peut, je vais le chercher. on peut le ramener, on peut le passer pendant 5 minutes si vous êtes intéressés. Sinon, merci pour votre écoute. Merci à tous pour votre écoute et attention. Merci.